Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal du Hardware, votre émission high-tech du lundi soir après une petite pause pour cause de jours fériés. De lundi de Pâques. De lundi de Pâques, voilà. Le repos, là. T'as été gâté en chocolat, Yamato? Ben non, parce que j'aime pas trop le chocolat. Oh le mec, Je préfère les épinards en fait. T'aimes pas le chocolat mais... En fait, j'aime que les petits œufs au praliné. Et à chaque fois, on m'offre des trucs en chocolat noir et tout, en mode ouais, t'es un adulte et tout. Mais cassez-vous, moi je veux des œufs Kinder en fait. La simplicité. Et Krakou, qui lui adore le chocolat, je t'ai vu t'enfiler. Krakou, anecdote. Hein. Le mec, il me fait c'est cool, j'ai repris le sport. Ce midi, j'ai fait un footing. Et il revient avec 2 balistos, donc x4. Et il s'enfile des balistos après le footing. Voilà, c'est donc ça le C'est des secret. céréales, c'est des céréales. Je passe pour un gros goré qui s'enfile du chocolat. Mais tu manges tout le temps. Alors que ce que je ça. Dit Trunks quoi, putain, dit Trunks qui lui bouffe 4 fois plus que tout le monde tout le temps. Moi, je suis grave, mais lui, il est pire. Je te jure qu'il est charité, pire. tout ça. Donc voilà, Krakou. Il t'a traité de c'est un double scandale. gras quand même, Krakou C'est là. un Krakou qui a un En loose régime day. très particulier. Et Pentarou avec sa magnifique chemise. À carreau. Reconnaissable Tiens. d'entre mille. Bah, comment ça va, Penta? Bah tranquille, écoute. Quoi de neuf là sur Facebook? Les petits Reebok Pump, va la bien. petite montre à 1500 €, tout va bien. Dis celui qui roule en Mercedes. Normal. N'importe quoi. Ça parle mal. Donc voilà, c'est le journal du La hardware. régie, apparemment, il y a un stream retour ou alors le mec il a on a 2 du- fois le stream. On a du son. Non, c'est un retour du chat, mais On je a pense, un écho. je pense que le mec il a deux navigateurs en fait ouverts. Dites-nous s'il y a des soucis. Moi, ce que je voulais dire déjà, avant de parler du sommaire, c'est un petit point programme. Au niveau du planning de Gaming Live, je pense que Karaté l'a dit juste avant, mais Karaté va switcher au lundi soir. Chasse-moi, enfin en gros, il va y avoir un switch d'émission. Chasse-moi si tu peux va bouger un autre jour. Vous aurez Mister MV à partir de la semaine prochaine, le lundi après-midi, et le soir, Monsieur Karaté. Après nous, donc, Monsieur Karaté reste bien, mais en soirée. Dans cette émission, on va parler, alors je ne sais pas si ça se voit sur le plan global, Sully. Voilà. Ça se voit, ouais, mais là, sur la table basse devant nous, c'est n'importe quoi, c'est la caverne d'Alibaba, avec à peu près toutes les cartes graphiques marquantes des années 90. Il y a des cartes avec 12 mégaoctets de mémoire vidéo. qui peuvent faire Le du dur 1024. du 1024 par Et du coup, on 768 vous avait en haute déjà- résolution. Du coup, on va faire un petit dossier rétro en milieu d'émission avec Stéphane Quentin de Nvidia, qui n'est pas que Stéphane Quentin de Nvidia, qui était surtout journaliste avant. Dr. et qui est- Kant de joystick. Dr. Kant de joystick. De joystick. Eh oui, de joystick. Oh, le mec, c'est un vrai, quoi. Et du coup, voilà, qui a, Tous qui les co- grands passent par joystick. qui est un spécialiste de hardware depuis une bonne vingtaine d'années, et donc il sera là avec nous pour parler de tout ça. Donc on reviendra sur cette partie carte graphique dans quelques instants, mais tout d'abord, c'est les news de la semaine. Les news de la semaine avec Krakou qui va nous parler d'holoportation. Holoportation. Qu'est-ce que voilà, c'est que l'holoportation? La nouvelle invention de Microsoft. Alors le mois dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré une petite vidéo qui était assez sexy d'ailleurs, qui montrait un match de football américain vu par une famille américaine aussi, Ouais. dont la particularité Oui, oui. était que tous les membres de cette famille avaient des casques HoloLens. Ouais, donc C'était assez chouette et en fait ils vivaient l'entertainment voilà, à 8000 €. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils vivaient en fait leur match de football américain au travers des casques HoloLens avec plein de systèmes de réalité augmentée autour d'eux, des joueurs qui apparaissaient à droite à gauche. Et la semaine dernière, eh ben, Microsoft a remis le couvert en mettant cette fois en avant donc, ce fameux concept d'holoportation. Alors l'holoportation, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un système qui te permet de discuter avec quelqu'un, ce quelqu'un étant, grâce au casque HoloLens, transporté devant toi sous forme d'hologramme. Comme Obi-Wan Kenobi. Exactement, dans R2D2. c'est Star Wars, c'est de la Mais c'est science-fiction. une tuerie. Bah, c'est pas mal, ouais. Ça y est, ça va être possible. Alors en fait, ils expliquent un petit peu que le système s'appuie sur un équipement de caméra 3D qui vient scanner en fait les personnes qui sont dans la discussion. Et ensuite, la modélisation de ces deux personnes est renvoyée à chacune par l'intermédiaire du réseau et vient s'afficher sur le casque de réalité génial, augmentée. Ça fait Donc ça plaisir à permet en Pentarou. fait, avec ce type de kit HoloLens, de discuter réellement avec une personne comme si elle était dans la pièce avec toi. Et la Comme bande, dans la Retour bande vers le passante pour futur. faire repasser Ah non, ça, c'est sur une quoi? télé. Ah écoute, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si en régie on peut nous passer la vidéo qui normalement c'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Voilà. Ah, il y a François Hollande qui va Oui. nous montrer son expérience de l'holoportation. Alors évidemment, bon, on parle d'un kit de développement, enfin un kit qui est encore en développement, dont le prix, je vous le rappelle, avoisine pour le moment les $3000. Donc on est complètement dans la science-fiction et puis on est plutôt dans la science-fiction de riches. Hein. Mais bon, et voilà, il faut bien reconnaître que au fil des démonstrations, que ce soit le Vive, l'Oculus, l'HoloLens, on est peu à peu en train, avec tous ces dispositifs, je trouve, d'ouvrir tout un tas de portes technologiques, ma foi, qui étaient restées fermées jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours le privilège de pouvoir voir apparaître ce genre de technologie et de les voir grandir. Et
Et ma foi, c'est plutôt satisfaisant, je trouve. C'est un petit, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais c'était un petit peu comme il y a 25 ans, quand nous, jeunes, on assistait à l'avènement des premières cartes 3D. Quelle belle, voilà, quelle belle donc comparaison. vraiment, ouais, je trouve ça assez cool. Ouais, ok, c'est très sympa de voir ça, De voir tout ça. mon cher Krakou. On va enchaîner avec, on va rester du coup dans le même domaine parce que tu veux nous parler avec d'Oculus. un domaine un petit peu décalé qui cette fois est l'Oculus. Donc là, on va parler non plus de réalité augmentée, mais de réalité virtuelle, puisque c'était un peu la nouvelle de la semaine dernière. L'Oculus Rift est enfin disponible depuis lundi dernier et au tarif de 699 €, je le rappelle, sans frais de port. Alors disponible, tout est relatif. Je pense que Yamato pourra nous en reparler un petit peu plus tard, mais Oculus a annoncé d'ores et déjà qu'ils auraient un peu de mal à suivre le planning de lancement qui s'était fixé, le calendrier de livraison. Ils n'ont pas dit quelle pièce en fait était susceptible d'être un short, mais moi je pense que c'est les écrans. Hein. Je sais pas. En tout cas, nous, à jeuxvideo.com, on a juste reçu pour l'instant un petit mail nous disant qu'on aura plus de nouvelles le 12 avril prochain. Donc on attend toujours notre casque. Alors par contre, ils sont grands. C'est un peu problématique. Je crois qu'ils ont dit que les frais de livraison étaient gratuits pour ceux qui étaient en retard. Ouais, enfin bon, le 12 avril, c'est dans une semaine. Vu le prix que tu payes, ça me paraît être un minimum. Mais bon, passons. Quoi qu'il en soit, la presse anglo-saxonne, elle, a eu beaucoup plus de chance que nous, puisqu'il y a déjà pas mal de sites et de magazines qui ont pu publier leur review du casque en version définitive. Alors il y a eu The Verge, PC Gamer, IGN, TechRadar. Et est-ce que c'est toujours aussi enthousiaste? Et qu'est-ce qu'ils en disent? En fait, pour vous résumer globalement les choses, le potentiel du dispositif, tout le monde s'accorde à dire qu'il est assez fou. D'ailleurs, il s'accorde également à dire que le chemin parcouru depuis le premier dispositif Oculus qui est arrivé, donc qui était en développement et qui était le premier système qui a été livré après la réussite de Kickstarter, une fois le chemin parcouru lui aussi est assez impressionnant. Maintenant, sur un plan plus pragmatique, on va dire, ils ne sont pas tous d'accord, mais globalement, il y a des voix qui s'accordent à dire que recommander l'achat dès maintenant de ce type de dispositif, en tout cas de l'Oculus Rift, on verra après pour le Vive, c'est encore peut-être un peu prématuré. Mais bien sûr. Enfin, alors, il y a plusieurs arguments qui sont levés par rapport à ça. D'abord, la plateforme qu'Oculus a développée et qui ne semble pas satisfaire tout le monde. Alors, elle est très simple d'utilisation apparemment, mais elle est, ma foi, aussi simple que basique dans ses fonctionnalités, c'est-à-dire que on nous avait parlé beaucoup, notamment avec le rachat de Facebook, d'un système VR très social. Et en fait, il n'y a même pas de voice chat, il manque beaucoup de fonctionnalités de communication de base qu'on trouve aujourd'hui à peu près partout. Également, c'est un détail, mais il n'y a pas la possibilité d'installer les applications Oculus VR autre part que sur le disque C. C'est un petit peu ce qu'on retrouvait sur le Windows Store. Donc en gros, tu payes 800 balles pour un truc encore en bêta. En gros, pas encore en bêta, mais c'est ce que je reviens. C'est des remarques qui rappellent un petit peu le Windows Store qu'on trouve sur Windows 10 et les problèmes que les joueurs ont rencontrés sur des titres comme Gears of War, ou Tomb Raider. Je ne sais pas si Tomb Raider est arrivé sur Windows Store. Non, j'ai dit une bêtise. En tout cas, il y a eu pas mal de problèmes vis-à-vis de ce store qui sont remontés et on retrouve un petit peu le même type de problématique sur cette plateforme. G-Sync. Après, c'est terrible. Autre problème de l'Oculus Rift, cette fois par rapport au Vive, c'est l'absence de déplacement. Alors techniquement, il y a une caméra, donc le système voit quand la personne se déplace, mais de toute façon, aujourd'hui sur le line-up de 30 jeux qui est disponible, aucun titre ne prend en compte le déplacement. Et par ailleurs, il n'y a pas comme on a dans le Vive, on n'a pas de délimitation précise de l'espace dans lequel on se déplace. Donc c'est à vos risques et périls, en gros. Également, ça c'est une remarque globale qui a été remontée par tous les testeurs, c'est que ça manque de contrôleurs adaptés. Clairement, aujourd'hui, le Rift est livré avec une Xbox One et une petite une manette Xbox One et une petite télécommande. Et c'est pas génial. Et on n'a pas, comme avec le Vive, vraiment il y a un plus d'avoir les manettes, de pouvoir manipuler les choses dans l'espace. Là, effectivement, avec un pad Xbox One, on reste limité à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça, c'est quand on a connu le Vive, c'est un moins sur tout ce qui est dans l'expérience. Surtout que dans le Vive, c'est comparable. Après, ouais.
Moi, ça me choque pas suivant le type de jeu auquel on joue. Tu vois, typiquement, dans un Elite Dangerous, si je peux pas évoluer dans mon environnement, je m'en fous, je suis dans un cockpit. Alors, ouais, Dans Elite Elite Dangerous, c'est intéressant de le voir parce que c'était l'argument suivant. Faut finir qui a là-dessus, été, voilà, Krakow. c'est mon dernier argument. Enfin, c'est pas le mien pour le coup, mais c'est le problème de la bibliothèque de titres. Aujourd'hui, il y a 30 titres disponibles. Malheureusement, ce sont pour beaucoup des démos. Certaines issues de ce qu'on trouvait déjà sur le Gear VR, par exemple. Également, on parle de jeux qui sont soit pas suffisamment intéressants dans leur globalité, c'est-à-dire que ce soit sur un écran ou avec l'Oculus, ma foi, ça restera des jeux pas terribles. Ou alors, on est sur des jeux qui ne sont pas assez percutants dans leur mise en œuvre de la VR. C'est-à-dire que on sent que la VR, pour l'instant, est plus un ajout de principe qu'une véritable valeur ajoutée. Oui, c'est pas au cœur du gameplay, mais c'est Voilà. le problème qu'on a déjà eu pour la Wiimote, Voilà. pour le PS Alors Move, après- pour Kinect, après, pour toutes ces nouvelles technologies. Il y a deux exceptions, là encore, c'est un consensus, il y a deux exceptions par rapport à ce que je viens de dire. C'est F Valkyrie et Chronos, qui sont vraiment deux titres visiblement qui se prêtent très très bien à l'utilisation de la VR. Derrière les arguments, sur un plan technique, ça marche plutôt bien, le casque est confortable, il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de latence, après il faut voir que tous les testeurs, enfin il y en a pas mal qui ont publié les configs sur lesquels ils ont fait tourner l'Oculus. Bon, il y a des troupeaux de titans qui se bousculent au portillon. Donc il n'y a pas de latence, on distingue légèrement la grille de pixels due à la résolution des écrans qui n'est pas forcément suffisante, mais après, il y en a beaucoup qui disent que ça dépend de l'immersion qu'on a, c'est-à-dire que quand tu es bien dans ton jeu, la grille de pixels, tu fais pas attention, quoi. C'est tout Ça simplement. reste problématique pour quand tu veux regarder des trucs au loin. Tu vois, typiquement, quand tu as un truc wallpaper, bon, tu vois la grille, mais c'est pas dérangeant. Mais genre, encore une fois, dans Elite Dangerous, mais à mon avis, probablement aussi dans F Valkyrie ou les FPS. Valkyrie, moi je l'avais essayé quand on avait fait un event il y a quelques temps chez Nvidia et j'ai trouvé que ça se passait très très bien. Enfin, il y avait beaucoup de détails, tu n'avais pas le temps en fait de visualiser vraiment les pixels. Ça va Mais genre, trop tu vite. veux scruter l'horizon Mais, dans un jeu voilà. d'aventure. Bon. Voilà, globalement, j'ai l'impression que j'ai l'air très très négatif quand j'en parle, mais il faut voir aussi, déjà, c'est pas mes retours à moi, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment une petite revue de presse de ce que j'ai pu lire ce week-end. Par ailleurs, ils sont tous plus ou moins d'accord pour dire, encore une fois, qu'il y a vraiment un gros potentiel. C'est simplement que c'est une technologie qui a besoin de mûrir, que ce soit au niveau de son catalogue, de ses moyens de contrôle. Et comme je le disais avec le HoloLens, je pense que c'est vraiment un dispositif qui a un gros potentiel. Il faut simplement lui laisser le temps de mûrir et peut-être pas s'y jeter à corps perdu dès maintenant. Ok, Krakow, Voilà. on enchaîne avec Pentarou qui va nous parler de Laval Virtual. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Décris-nous ça. Le Laval Virtual, en fait, c'est le salon français de tout ce qui concerne la réalité virtuelle et la réalité augmentée. T'es allé faire un tour là-bas. Ah oui, je suis allé voir, Désolé. les stands pour voir un peu, si tu veux, c'est la vitrine française technologique sur tout ce qu'on se fait sur la réalité virtuelle. Alors, c'est pas orienté gaming à la base, hein, c'est vraiment orienté plutôt pro. Et ça m'a permis en fait de découvrir pas mal d'applications qui se faisaient avec la VR, parce que nous on parle que gaming ici au Journal du Hard. Et en fait, faut se rendre compte que la VR cartonne dans le milieu pro, notamment dans le milieu hospitalier par exemple. Parce que ça permet de guérir, par exemple, les membres fantômes, ça permet de guérir les phobies, ça permet de guérir aussi les grands brûlés. Parce qu'ils ont découvert qu'en fait, qu'un patient en réalité virtuelle, en fait, a moins de souffrance. Et donc, tu fais beaucoup de thérapie comme ça avec de la réalité virtuelle. Hein. Donc c'est vraiment impressionnant. Tous les stands étaient équipés en DK2. Enfin, ils étaient tous Oculus. Il y avait un stand énorme de Vive sur le salon pour dire regardez, on est là, on est là. Et il y a aussi des petites applications assez sympas du style faire du sport avec un casque de réalité virtuelle. Donc j'ai fait du rameur. Voilà, ceux qui suivent mon Vine l'ont vu. Voilà, en fait, t'as un jeu où il faut passer à travers des cerceaux et plus tu rames vite, plus tu montes en hauteur et donc il faut passer dans les cerceaux. Et ça est en train de cartonner. Il y a une salle parisienne qui est équipée apparemment de ça. Voilà, donc bientôt on pourra faire du rameur ou du cyclisme en salle de muscu. C'est le retour des gros simulateurs dédiés en arcade mais avec un casque VR. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vrai que l'intérêt, c'est que tu peux sélectionner par exemple ton décor. Donc si tu veux te retrouver en plein milieu de l'Amazonie à faire du rameur avec toutes tes stats en temps réel, etc. Voilà, ça arrive. Poursuivi par des crocos. Exactement, c'est assez rigolo. Il y a aussi des jeux de cordes. Donc quand tu avais un stand où tu tirais à la corde en fait pour te hisser dans la jungle. Enfin voilà, c'est complètement du délire. Tu as aussi de la collaboration en VR. Donc en fait, ça c'est pour les industriels où par exemple là je travaillais sur un rotor d'hélicoptère et donc on pouvait travailler à plusieurs sur le rotor d'hélicoptère, faire des annotations, changer des pièces, voir les bulles éclater, etc.
Pardon ? C'est DayZ. C'est DayZ en fait. C'est ça, Daisy. Je sais pas, j'ai jamais joué à Daisy, mais en tout cas. Donc ça, c'était ça fait vraiment plaisir de voir que même si au niveau du gaming justement, la technologie est pas mûre, autant au niveau pro, ça cartonne et on voit que les applications sont assez monstrueux. Et ça m'a permis aussi de voir des projecteurs 4K 3D. D'accord. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est ce qu'on appelle des caves. En gros, tu as des gros panneaux. Mais en fait, c'est comme si tu avais ce studio-là. Il te projette donc une scène en 3D. Tu mets des lunettes 3D et tu te balades vraiment dans la scène en 3D, donc physiquement. Donc ça, j'ai testé la démo avec le Renault Capture. C'était assez sympa. Donc tu ouvres, tu te balades dans la voiture, tu vas dans tous les angles, tu changes la couleur dynamiquement. Enfin, vraiment, si un jour les concessionnaires vous mettent un casque 3D sur la tête, soyez pas surpris. C'est vraiment impressionnant. D'accord. On enchaîne avec Linux dans Windows. Ouais, Windows 10 maintenant qui accueille Linux à bras ouverts. Ils ont fusionné, tu vois, ils ont tellement changé Microsoft. Hop, ils ont tellement changé. Ce sont des gens ouverts d'esprit maintenant, tu sais. Et en fait, ils ont travaillé avec Canonical qui fait donc la distribution Ubuntu. Et maintenant, tu as le vrai bash, donc tu as la vraie ligne de commande Ubuntu, enfin voilà, Linux dans Windows 10. Voilà, c'est pas de la virtualisation, c'est vraiment dans le cœur de Windows 10 maintenant. Donc maintenant, on retrouve tous nos lignes de commande favorites Linux dans Windows 10. Et ça, c'était pour moi l'annonce majeure de la build qui était la conférence développeur à Microsoft. Toi, tu as suivi ça, tu l'as même streamé sur ta chaîne. C'était vraiment ça l'annonce qu'il fallait retenir. Il y avait d'autres trucs. Pour moi, c'était vraiment ça le plus symbolique, si tu veux. Après, ils ont bien sûr montré la démo de DirectX 12. Ils ont montré pas mal d'autres choses au niveau du dev, au niveau de la future, en fait, des futures capacités, de Windows 10 Anniversary. Parce qu'en fait, la première chaîne grosse release de Windows 10, c'est Windows 10 Anniversary. C'est comme Half-Life 2 Anniversary, tu vois. C'est voilà. Pour les 1 an de Windows 10, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Bien sûr, mon filou Spencer est arrivé pour montrer un peu le Windows Store, comment packager aussi les applications Win32 sur Win 10, etc. Voilà, avec les fameux mods, etc. Donc, il a montré Age of Empires 2 HD avec tous les mods PC intégrés en fait avec la petite tuile Windows 10. Voilà, donc c'était vraiment sympa. Mais moi, ma petite news du cœur, c'était ligne de commande bash. Dans Windows 10, voilà. C'est Linux 10 en fait. D'accord, Windows, Microsoft qui change, décidément qui change beaucoup ces derniers temps. On termine avec Yamato, très rapidement sur l'Oculus, parce que quand on a déjà parlé, qu'est-ce qui se passe sur l'Oculus ? En fait, sur l'Oculus, et comme sur le HTC Vive, rupture de stock en fait. Trop de succès, pas assez de production. Comme sur la Tesla Model 3. Ouais, donc, du coup des commandes sont repoussées jusqu'à juillet. Donc Maximum. là, il y a des mecs qui ont lâché 800 balles et qui vont même pas recevoir leur Oculus, mais ils auront les frais de port gratuits. Pour l'Oculus, les frais de port offerts et carrément pour Vive, ils ont reçu un mail comme quoi la commande était annulée avant de contacter le service client et que là, les mecs leur ont dit ouais, mais en fait, rien que t'inquiète, sur la prochaine vague, ce sera prioritaire, c'est bon. Donc ça va s'arranger, frère. C'est aussi difficile d'avoir un Oculus qu'un nouvel iPhone à sa sortie, quoi. Ça va être un peu ça, quoi. Oculus ou Vive, les deux, c'est pareil, c'est galère, ouais. Et on termine avec. Alors ça, c'est... Honnêtement, je pense qu'on pourrait en parler toute l'émission. Là, on va juste l'évoquer en news rumeur, mais ce serait la naissance d'une PS4 ennemie qui gérerait la 4K. T'as entendu parler de ça ? Ouais, la PS4K, la PS4.5. Alors, ça parle en fait d'une PS4. Il y a eu quelques fuites récemment. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Mais Sony préparait une nouvelle version de sa console. Ce qui serait une première parce que... déjà, voilà, ça se fait pas. C'est un peu la même banane que la New 3DS au final. Exactement. Mais en fait, ce serait un aveu par rapport au fait qu'ils n'ont pas la puissance nécessaire pour la VR. Ouais. Et également, surtout pour la partie multimédia, en fait, pour pouvoir lire des Blu-ray en UHD, proposer des contenus vidéo en Ultra HD via les applications. Et les jeux en UHD. Sony vendent des télés aussi. Alors après, il y a eu beaucoup de retours quand on a publié cette news-là, ou ces news-là, parce qu'on en a fait plusieurs, sur la PlayStation 4.5 ou 4K. Et je pense que quand ils disent 4K, c'est vraiment par rapport au fait qu'elle puisse lire des contenus vidéo. Je pense que c'est utopique de se dire qu'elle pourra balancer des jeux en 4K. Alors en fait, moi, ce que je me demandais, si elle coûte cher. L'actuel a déjà du mal en 720p, si tu veux. Non, mais même, tu prends 3 Ti, ça fait pas du 4K 60 FPS. Parce que c'est excuse-moi, même console à 500 euros. Voilà, donc là, je pense qu'on parle bien de 4K vidéo, mais on parle pas encore de jeux 4K. En fait, ça veut dire que ta PS4 aura une sortie HDMI 2, quoi. C'est tout ce que ça veut dire. Pour des jeux en VR, ce serait... Même si c'est juste une mise à jour de la connectique et du lecteur Blu-ray, etc., ça semble quand même très plausible, quoi. Moi, je vois mal une mise à jour avec un lecteur Ultra HD. Je dis pas que ça lit pas les Blu-ray, je dis que tu pourras pas jouer à des jeux en 4K. Faut pas déconner. Il y en aura toujours quelques-uns. Ils vont te sortir, ils vont te dire, tiens, regarde le jeu du PS Store avec des pixels en 4K. Alors attendez. Alors, il y a une blague en fait qui tourne sur Internet en ce moment parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont leaké encore plus récemment, là il y a 3-4 jours, où ça parlait d'un GPU qui aurait 2 fois la puissance du GPU actuel de la PS4. Ce qui est éventuellement possible, mais parce que entre-temps, la machine a évolué, les puces aussi également, tout ça. Ce qui reste limité. Mais ça reste vachement limité. Après, quand tu fais le calcul, que tu vois qu'effectivement des jeux comme Rise
le jeu de Xbox One tourner sur PC avec des configs relativement modestes en Ultra HD en 30 FPS, on peut se dire que ouais, peut-être qu'il pourrait éventuellement viser de l'Ultra HD 30 FPS. Mais non, en tout cas, un truc qui serait cool, c'est qu'on aurait enfin les jeux 1080p en 60 FPS. Avec une console censée faire la 4K. Non, mais mon avis, c'est peu probable. Je pense que ce sera un bête upscale Ultra HD. Une mise à l'échelle en fait, tout simplement. Ne serait-ce que ça, mais en tout cas, je pense que cette console va arriver. Ça sera peut-être mytho, mais ça va arriver. Dans le cadre de la VR, moi, je pense que c'est pas. Enfin, je pense que c'est plausible. Vu le regain de puissance que va demander la VR, ça m'étonnerait pas. Après, voilà, de devoir gérer deux modèles différents de PS4, ça va être. Ouais, mais Nintendo l'a fait avec les New 3DS. Les New 3DS, tu sais, est plus puissante à certains jeux. Je crois, si je dis pas de bêtises, exclus. Et les jeux qui tournent sur les deux supports, ils rament un peu plus sur l'ancienne. Du coup, ils ont segmenté le marché. Et c'est ça, en fait, tu as une PS4 d'entrée de gamme et tu auras une PS4 haut de gamme, les mêmes jeux qui tourneront moins bien sur la vieille. C'est très bizarre et on sort complètement de tout ce qui faisait la force des consoles jusqu'ici, c'est-à-dire une seule config. Et c'est assez intéressant et passionnant. En tout cas, on en reparle dès qu'on a des news là-dessus. Ça sent le cassage de gueule, ça c'est sûr. Bah, le 3, il va être intéressant. Parce que si on entend parler de la NX, s'il y a de la PS4 et demi, il n'y aura pas de Xbox One 1.5. Si commercialise mal, ça va être la guerre. Ah, pas de Xbox. Phil Spencer a annoncé qu'il n'y aurait pas de Xbox One 1.5. Que ce serait peut-être une Xbox 2, mais pas une Xbox One 1.5. Ils sont vraiment en train de glisser vers le PC Microsoft. On est d'accord. D'accord. On le sait. Depuis qu'ils ont annoncé que la Xbox One était un PC bas de gamme, voilà, on le sait. Et c'est assumé, quoi. Comment il dit les choses, mais sans détour, Pentaro, quoi. C'est ça qu'on aime chez toi. Écoutez, merci messieurs pour ce tour d'actu. On va procéder à un petit changement. Zouloutez ça discrètement pendant qu'on balance le jingle. Pentaro va laisser sa place à Stéphane Quentin. Et on va passer tout de suite au dossier de la semaine. Jingle, mon cher Sully. Et voilà, de retour sur le plateau. Et vous n'y avez vu que du feu. Mais regardez-moi ça, Pentaro s'est transformé. La magie de la télévision. La magie du direct. En direct, en direct, grâce à la magie de la régie. On a réussi à faire apparaître un Stéphane Quentin sur notre plateau. Stéphane Quentin qui est donc aujourd'hui, qui taffe chez Nvidia. Mais pas que, qui a été, on l'évoquait en début d'émission, dans ta prime jeunesse, tu as fait plusieurs magazines. Par quoi t'es passé ? Effectivement, oui. En fait, j'ai commencé en tant que journaliste hardware à Joystick. J'ai même lancé joystick.fr à l'époque, donc c'était en 96. Non, le Minitel, c'était avant moi. C'était avant. Ah ouais, 3615 Joystick. Ouais, 3615. Ouais. Moi, c'était plutôt de joystick.fr, plus le forum et tout ça. Donc, on s'était en 95-96. Et je faisais effectivement la rubrique matos à l'époque. Et après, j'ai pigé pour hardware.fr, pour PC Expert, pour les cartes pro. J'ai fait énormément de. J'étais devenu le spécialiste de la carte 3D jusqu'en effectivement 2003 où j'ai été travailler chez Nvidia. D'accord. Bah alors tu es là pour nous. T'étais un petit peu le Père Noël. Hein. C'est-à-dire que t'es venu, mais t'es pas venu les mains vides, parce que si on peut repasser en plan large, il y a donc là une petite partie de ta collection, parce que tu as apporté des caisses de cartes graphiques. Quoi. Là, il y a quoi ? Ce que tu nous as posé là, tu as le triple en fait chez toi. Enfin, voilà, comment ça se passe ? En fait, je les ai gardés en tant que journaliste. Je les ai gardés parce qu'à l'époque, il y avait très peu de journalistes qui testaient ce type de cartes. On n'était qu'une petite poignée. Et puis avec les confrères, ils me les renvoyaient à la fin qu'on avait fini de tourner. Et donc du coup, je les ai gardés avec le temps. Et puis avec le temps, il y avait les boîtes, tout ça. Et j'ai viré les boîtes quand même. Ça prend beaucoup de place. Les boîtes c'est dommage. Ça aurait été un camion. Franchement, ils avaient des visuels les vraiment boîtes, elles sont magnifiques. Hein. Les boîtes Hercule. Les boîtes Hercule 3DFX, c'était 3DFX, elles étaient magnifiques. Alors là, du coup, on va parler de choses qui évoquent peut-être pas grand-chose pour la majorité de nos viewers, mais on va faire un petit cours d'histoire. En fait, on va faire un petit dossier, on va revenir un petit peu sur l'histoire des cartes graphiques. Je laisse parler un peu Krakou qui a planché sur tout ça. Voilà, en fait, globalement, on va refaire un petit dossier identique à celui qu'on avait déjà traité sur le stockage. Et ma foi, on va revenir un petit peu sur l'histoire des cartes 3D depuis les années 90, sachant que, ma foi, au fil de la préparation du dossier, on s'est rendu compte que traiter en 30 minutes, parce qu'on n'avait que 30 minutes, traiter en 30 minutes 30 ans d'histoire du GPU, c'était un petit peu compliqué. Du coup, on a décidé en fait de se limiter à une période bien précise, qui est celle où on a commencé à voir arriver sur le marché des cartes 3D. Donc c'était vraiment l'avènement de la 3D et notamment et surtout dans le jeu vidéo. L'époque où les consoles ont été dépassées par les PC d'ailleurs. Voilà, une époque où notamment il y avait énormément d'acteurs qui se sont mis sur ce marché et qui se sont combattus ardemment. Et puis on va aller jusqu'à en gros les années le début 2000 où
toute cette effervescence a donné naissance à un marché qui s'est résumé à 2 acteurs, qui sont Nvidia et ATI, donc ATI qui est le futur AMD. Alors, vas-y, Krakow, Voilà, on a peu de temps, alors enchaîne. Allez, balance tes questions. Stéphane est là en plus pour répondre à tout ça. Alors là, ça va être. On va essayer de te piéger, Stéphane. Question. Ça va passer comme ça. J'ai une première question. Alors, d'ailleurs, on en a discuté tout à l'heure en antenne. Quelle a été, d'après vous, la première carte graphique à proposer de l'accélération, enfin la première compagnie à proposer de l'accélération 3D? La première marque? Ouais. Pour le grand public? On est en désaccord, donc. Non, on est en désaccord, mais on va en parler. Ah d'accord. Alors déjà, vous n'êtes pas d'accord. Alors, Déjà, on est bien parti. En fait, depuis... moi, je dirais Intel. Non. Pas possible. Non, pas Intel. Non. Ils en faisaient pas. Non. D'accord. Alors en fait, d'après les sources que j'ai glanées moi, et visiblement d'après l'année que j'ai récupérée, ce serait Matrox. Matrox. Est-ce que vous vous souvenez de Matrox sur le chat? Les cartes VGA 4 mégas de mémoire, 2 mégas de mémoire. Parce que sur le aussi, chat, il y a des vrais. Ça parle de la GeForce 2 MX200. J'ai vu, ça parle de FX. On va en parler. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Matrox? C'était la Matrox Impression. Alors une carte qui est sortie en 1994 et qui était une carte additionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait une carte 2D en plus. Et la carte Matrox faisait simplement l'accélération 3D. Je croyais que c'était 3D. C'est là où on est en désaccord parce qu'en fait, il faut savoir que la 3D, ça vient de Silicon Graphics. Il ne faut pas l'oublier. Tout ça, ça a été fait par les professionnels. Et moi, avant effectivement d'arriver dans la carte 3D, j'ai eu la chance de pouvoir, à l'époque, dans l'armée de l'air, approcher les premiers simulateurs de vol pour Mirage et tout ça. Et ça tournait sur des Silicon Graphics avec des disques optiques, des machines qui valaient des dizaines de millions de francs. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelques personnes qui se sont dit, bon, on va aller vers le PC, et donc ils ont sorti un processeur qui s'appelle le Glint, et ce Glint a été intégré pour moi une des premières fois, ça a été la 3D Blaster VLB de Creative Labs, qui était une carte graphique additionnelle. Après, quand on a regardé, la VLB était datée de 95, et là c'était de 94. Mais celle-là, elle n'a pas vraiment été commercialisée. Sachant que celle-là, elle a été commercialisée, enfin en tout cas elle a été marketée et commercialisée essentiellement pour le marché pro et les applications CAD, enfin AutoCAD. Est-ce que c'est ce qu'on voit à l'écran? Alors ça, oui, ça c'est une... Alors ça, c'est une Matrox. C'est une MGA, une Matrox, tout à fait, mais c'est une Mystique. Ah, ça c'est une Matrox. Mais un peu les Matrox Mystique. Ce sera la génération suivante, ça en fait. Voilà, c'est juste... Et le problème... La génération de la chute d'ailleurs, non? Ouais, et en fait, bon, derrière, comment? Donc elle a été marketée, que je disais, principalement pour le marché professionnel. Ensuite, ils ont essayé de la décliner sur le marché du grand public. Le problème, c'est qu'elle embarquait des fonctions qui étaient applicables au champ professionnel et pas forcément au calcul 3D et aux API. En fait, l'époque 95-2000, même jusqu'à 2004, ça a été ce qu'on appelait le pipeline de rendu fixe. C'est-à-dire que les cartes graphiques, elles étaient gravées, elles fonctionnaient que avec des fonctions qui étaient déjà pré-câblées. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas développer un micro-programme qui faisait une fonction 3D et la faire accélérer par la 3D. La carte a été vendue, elle faisait du TNL, elle faisait du bilinear filtering, elle faisait telle chose à telle vitesse, et ça c'était figé. Donc c'était vraiment des accélérateurs figés dans leurs usages. C'est bien plus tard qu'on a pu programmer ces cartes-là. Et c'est justement, ça va être l'objet de ma deuxième question, puisque ça va concerner... Alors toi, tu as interdiction de répondre. Est-ce que vous savez quelle a été la première carte graphique embarquant une technologie Nvidia, pardon? Alors attends, on va laisser le chat répondre. Ouais, alors là, répète ta question, répète-la clairement. Le premier modèle de carte graphique embarquant une technologie Nvidia. Une technologie ou une puce Nvidia? Une puce Nvidia. Voilà, une puce Nvidia. Le nom de la première carte Nvidia. Ouais, alors trichez pas, allez pas sur Wikipédia, soyez fair play. Est-ce qu'il y en a, je vois déjà les mecs en train de taper dans Google super vite, est-ce qu'il y en a qui savent? Alors peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils sont jeunes, nos viewers quand même. Titan X. Titan, yes. Pas mal, bien joué. Vaudou, c'est bien tenté, Vaudou. Bien joué Noctis. La GTX 960, non. Ah, ils sont trop jeunes. La Rivette, ça se rapproche. La NT 2000. La TNT, alors Pandin, c'est vrai qu'il se rapproche de ça l'époque. Se rapproche, ça descend. Non, allez, on va la donner, c'est la Diamond Edge 3D, donc que Stéphane vous montre actuellement. Ah, voilà. Tu l'as? Ah, je l'ai, oui. C'est la ça, c'est la première carte. C'est marqué Nvidia. Dessus NV1, premier processeur de Nvidia. La première carte graphique Nvidia. Alors, si je dis pas de bêtises, commercialisée en 94. Ouais, 95 en fait. Elle ne fonctionnait qu'avec Windows 95. Alors, ça équivaut à quoi ça? On fait tourner quoi avec ça? Une NV1, ça fait quoi? En fait, j'ai relevé ces caractéristiques. Ah, vas-y. Donc c'est une puce qui faisait 90 mm², donc sachant qu'aujourd'hui on parle de puces qui sont quand même nettement plus fines. On parle du 14 nano. 1 million de transistors, c'est presque rien quoi. 5 milliards aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui 5 milliards. Aujourd'hui on est passé de 1 million à 5 milliards. Voilà, ça c'est 1 million. On est sur une unité de texturing. Aujourd'hui il y en a 64 ou 128 sur les cartes. Oui.
un ROPS, enfin bref, c'est un ancêtre quoi. Mais voilà, faut parler aux viewers. Ouais, ça tournait quel genre de jeu? Alors à l'époque, ce qui est génial dans cette carte-là, c'est que ça témoigne déjà de la philosophie de Nvidia, c'est qu'on pouvait brancher des pads Saturn dessus. Ouais, mais où ça alors? Alors en fait, il y avait un adaptateur, tu vois, là il y a une sorte de connecteur réseau, il y avait un petit adaptateur et tu branchais les manettes Saturn et tu faisais tourner des jeux qui s'appelaient Panzer Dragoon et Virtua Fighter sur PC. Moi, j'avais une question vis-à-vis de ça. Génial. Et ça tournait que sur Windows 95 et il y avait une carte audio, donc c'était vraiment une carte assez exceptionnelle pour l'usage qu'elle en faisait. Il y a un monsieur qui a bien répondu, c'était bien la STG 2000 en fait. Oui, c'est ça, mais ça c'est le nom de Thomson, mais le processeur c'est le NV1. Vresker, alors je pense qu'il est allé. Ah, il dit j'ai pas triché, moi je suis sûr qu'il a triché. C'est pas possible. Alors après, le mec il a fait un copier-coller, il y a même les bons tirets. Attendez, j'ai une question pour Stéphane. En fait, c'était un deal entre Sega et ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, Nvidia à l'époque. Si on voit aujourd'hui, on parle de Tomb Raider, des effets GameWorks et tout, mais dès le départ, l'idée de Nvidia, du CEO de Nvidia, ça a vraiment été d'associer le jeu vidéo avec la carte. À l'époque, 3DFX faisait la même chose, mais on savait pertinemment qu'il fallait vraiment que les jeux soient supportés par la carte. Et comme c'était des cartes qui n'étaient pas du tout programmables, il fallait que les jeux soient adaptés. Donc, en fait, chaque constructeur, parce qu'on a parlé de Matrox, mais ils avaient leur propre librairie. On a parlé de 3DFX, il y avait Glide, il y avait S3, il y avait ATI, il y avait Nvidia, il y avait Cirrus Logic, il y avait énormément de Permedia. Enfin, il y en a des puces 3D, il y en avait une quinzaine. Et chaque puce 3D avait sa propre librairie graphique. Et il fallait que le jeu soit adapté pour cette librairie graphique. Donc, automatiquement, il fallait que tu aies des accords avec Sega. Et ça me permet de rebondir justement sur ce qu'il était devenu de cette pauvre carte à base de puce NVA, parce que ça a été un four, ça a été un four monumental. Alors pourquoi? Je pense que tu pourras expliquer ça probablement beaucoup mieux que moi, mais ça revenait à ce que tu disais, c'est-à-dire que les fonctions 3D devaient être câblées en dur au niveau des cartes, et que malheureusement Nvidia n'a pas fait le bon choix là-dessus. En fait, c'est au-delà de ça, c'est que on était vraiment à la naissance, c'était embryonnaire. Ouais. Et donc les API, ce qu'on utilise aujourd'hui, on parle de DirectX 12, on parle de Vulkan, qui est une version d'OpenGL, mais les API n'étaient pas mûres et même pas développées pour le PC. Moi, quand j'ai installé la première fois DirectX 3 sur Windows, avant c'était du DOS, et voilà, il n'y avait pas d'API graphique. Donc les fabricants essayaient d'introduire des technologies de fonctionnement des cartes 3D qui étaient supportées ou pas. Et arrivé avec Windows 95, est arrivé DirectX 5, et là avec un certain niveau et donc Microsoft a fait le travail avec les développeurs de jeux également. Je rappelle qu'au final, pour la GeForce 256 dont on parlera tout à l'heure, il y avait même un Halo qui était en développement sur DirectX 6. Donc ils ont vraiment fait le travail avec les studios. Et c'est là où il fallait que les fabricants de cartes 3D s'alignent sur les fonctionnalités DirectX. Et du coup, effectivement, c'est pour ça que, ma foi, c'était ça toute la difficulté en fait des constructeurs en 95, c'était de parier sur les bonnes fonctions 3D, celles qui allaient être supportées par le plus de personnes. Et celui qui a gagné haut la main ce pari en 95-96. 95-96, c'est la période où quasiment toutes les premières cartes 2D, 3D, enfin 2D accélératrices 3D sont arrivées sur le marché. Il y a eu la T-Reg, la première ATI, il y a eu Matrox Millennium aussi, il y a eu, attendez, je reprends mes notes, il y en a eu quelques-unes. J'ai oublié, il y en a eu chez S3 aussi. Alors j'ai pas noté tous les modèles parce qu'honnêtement il y avait tellement de. Il y avait les Savage 3D, voilà. Mais enfin on a oublié un acteur quand même essentiel. Voilà, l'acteur en fait dont je parlais qui a toisé tout le marché à cette époque, ça a été 3DFX avec Savonou. Sachant que là encore, ils ont fait un choix un petit peu particulier par rapport à tous les autres acteurs qui arrivaient sur ce marché. Là où tous les autres proposaient des cartes 2D, 3D, eux ont vraiment ciblé l'accélération 3D uniquement. Et pour faire marcher les premières 3DFX, il fallait automatiquement une carte 2D en plus. Alors, merci Sully de nous mettre la 3DFX Voodoo à l'écran. Alors ça c'est une carte qui parle pas forcément aux plus jeunes. C'est peut-être l'un des composants PC au niveau du gaming les plus importants de ces 20 dernières années, cette carte-là. Ouais, cette carte-là précisément, Stéphane, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que ça a changé d'avoir une 3DFX quoi? En fait, la 3DFX... moi, je me souviens, il y avait les jeux en VGA avant, très moches, ils sont en 40-480, on voyait les pixels, on mettait cette carte et on jouait à Tomb Raider, c'était lissé, bilinear filtering, c'était
extrêmement beau, toujours en 640-480. Ça supprimait l'effet de pixelisation. Voilà, on voyait plus les pixels, on était vraiment dans un environnement 3D. Il y avait aussi une version de Quake aussi à l'époque. Il y avait différents jeux. Il y avait Pod qui était sorti aussi pour version 3DFX. Il y a eu Doom 2 aussi. Il y a eu un certain nombre de jeux qui étaient portés sur donc ils avaient leur librairie qui s'appelait le Glide et c'était avant effectivement DirectX. Et ce qui a changé la donne, c'est que vraiment ça a été le filtrage des textures qui était incroyable. C'était lisse. Ce qu'il faut noter aussi, par rapport à ce que je disais sur la lutte entre les différents constructeurs à cette époque, ça se jouait pas seulement sur une affaire de puissance, c'était vraiment, il y avait des grosses différences de rendu, en fonction de si on choisissait tel constructeur ou tel constructeur, parce que le constructeur en question avait fait des choix technologiques en termes le rendu était 3D différent, qui n'étaient pas les mêmes. Et effectivement, 3DFX, et donc le glide superbe. Et donc, quand la Voodoo 1 est tombée, ça a été présenté à un i3 d'ailleurs à l'époque, et ça a été une révolution pour le jeu vidéo, parce qu'on on retrouvait une qualité visuelle qu'on connaissait que dans les salles d'arcade avec des machines qui valaient plusieurs dizaines de milliers de francs. Et encore une fois, pour illustrer tout ça, pour expliquer au chat, c'est exactement, à mon sens, comme passer l'avant et l'après 3DFX. C'était comme passer d'une PlayStation 1, si vous voulez, vous aviez ces graphismes pixelisés, à la Nintendo 64, où il y avait ce flou, mais donc ce lissage de pixels, il y avait du flou, mais on voyait plus tous ces pixels. Et c'était ça la vraie révolution. C'est arrivé sur PC avant, si je dis pas de bêtises, avant la N64. Et surtout, là, il y avait beaucoup moins cet effet de brouillard et il y avait de la fluidité. Alors que sur une N64, ça rame quand même pas mal. Donc c'était vraiment... Et puis dans une Voodoo 1, on voyait très bien, il y avait les deux processeurs. C'était typiquement une petite Silicon Graphics. Et d'ailleurs, des fondateurs, des ingénieurs qui étaient chez 3DFX venaient de chez Silicon Graphics aussi. D'accord. Alors vraiment... là, tu as la 2 là dans les mains. Là, j'ai un SLI de Voodoo 2 12 mégas. C'était vraiment la version haut de gamme. Merci d'avoir grillé ma question numéro 3. Vas-y, pose ta question. Pose ta question, c'est dit. Non, vas-y, continue. Donc c'était c'est un SLI de Voodoo 12 mégas Obsidian. Ça permettait de faire du 1024, 768 à 60 FPS. Donc il fallait acheter 2 cartes. 4000 francs. Attends, je récapitule. Il fallait acheter ces 2 cartes. Plus la Matrox. Les mettre en SLI, plus avoir la carte 2D. Voilà, tu avais 2 cartes 3D, une carte 2D et tu avais 3 cartes graphiques dans ton PC. Ouais, tu avais 3 cartes dédiographiques. Pour faire du 1024. Voilà, à 50-60 FPS pour jouer. C'était fou quoi. Et c'était quoi les jeux d'époque? C'était Quake 2, non? Ouais, Quake 2 qui était en OpenGL, tu avais du Tomb Raider. Je sais pas si tu avais toute la pléthore de FPS qui sont sortis après Quake 2, justement, qui voulaient surfer sur la vague. Celui peut-être qu'on l'a. Il doit y avoir des photos des jeux qui étaient disponibles dans ces années-là. J'ai une question avant qu'on parte trop loin, mais les cartes graphiques, elles ont toujours été en AGP ou il y avait des cartes en PCI? Alors non, en fait, avant le PCI, il y a même sur la table des cartes ISA. Des cartes en ISA. Regardez ça, c'est magnifique ça. Voilà, typiquement. En 1024, s'il vous plaît. Ça va être Quake 2 si j'ai. C'est Quake 2. Ouais, c'est Quake 2. Et donc tu avais ISA, après tu as eu un port ESA qui va rester longtemps, tu as eu le VLB dont on parlait tout à l'heure, après ça a basculé au PCI. Et après, la GP arrive bien plus tard. Je me rappelle quand j'étais jeune, tu avais encore des choix entre des cartes en PCI ou en VGA. Et là, d'ailleurs, j'ai une carte assez rare, c'est une carte double PCI et AGP qui était renversable. La première carte. Tu peux nous la montrer peut-être? Il faut que je la retrouve dans le tas, mais il faut la retrouver dans le tas, mais je vais la retrouver. Celle qui est double face en fait. Ouais, la double face, la Bonnie and Clyde, on l'appelait à l'époque. Hop, on va faire vite, elle est pas là, je vais pas la je crois l'avoir. Là, voilà. Ah, faut trouver. Et donc, celle-là, c'est un processeur Rendition. C'était une autre compagnie qui faisait des processeurs professionnels. Tu peux le voir là, regardez, elle a les 2 ports en fait. On peut la retourner. On l'a retournée. Si on avait une bécane PCI, on la mettait comme ça. Si on avait une bécane AGP, on la mettait comme ça. Mais sinon, c'est une carte pas très puissante. Non, c'était pas très bien. Si, c'était une carte, une des premières 32 bits. Originale, et elle avait un très bon niveau de colère. En fait, la première carte avec port AGP, c'était une Nvidia. C'était la Riva 128 ZX qui est aussi quelque part dans le tas. Et oui, la Riva 128. Qui existait aussi en 2 versions. En 2 versions et PCI. On va continuer cette discussion qui est passionnante. Je pense que tu as encore d'autres questions, Krakou, pour après la pause. J'avais pas vu l'heure, c'est déjà l'heure de la pause. On se retrouve dans 5 minutes et on parle toujours de cartes graphiques avec Stéphane Quentin, notre invité. À tout de suite. Je ne me vois pas, donc je sais. Ça y est, je suis en live. Voilà, on est toujours là avec Stéphane Quentin, avec Krakou, avec Yamato pour parler. La moyenne d'âge sur le plateau qui doit de 53 ans actuellement. Je me compte là-dedans, bien évidemment. Il y a Yamato qui est un peu jeune. Pour parler des cartes graphiques d'antan.
J'ai vu Pentaro qui nous a jeté un petit coup d'œil, on parlait de vieillesse. Pour parler des cartes graphiques de notre jeunesse et de celles qui ont marqué l'histoire du gaming PC, Krakou, tu avais préparé toute une série de questions. Sur quoi tu allais enchaîner avant la pause? Alors en fait, juste pour rappeler, donc voilà, la première Vaudou est sortie, alors attendez que je dise pas de bêtises, elle est sortie en août 96. 16. Voilà, et entre en gros 96 et 98, il y a un monceau de cartes graphiques qui sont arrivées sur le marché. Ça arrivait tous les 2-3 mois, il y en avait. Il y avait tellement d'acteurs sur le marché. Alors, on a parlé de S3, on a parlé des Kiro. Non, on n'a pas parlé des Kiro. Matrox, il y avait ATI, il y avait Nvidia. Sachant que toutes donc, ont tenté un petit peu différentes approches. Par exemple, Matrox a eu beaucoup de mal avec ses G200 ou avec ses Millennium, avec sa Mystique aussi, a eu beaucoup de mal à rattraper le retard qu'ils avaient sur la 3D par rapport à 3DFX et également aussi par rapport à ATI ou Nvidia. Et du coup, ils se sont mis sur un créneau un peu plus multimédia où ils avaient des cartes avec des entrées, des sorties vidéo pour capturer de la vidéo, où ils avaient... Un milieu pro, quoi, voilà, presque. Voilà. Il y a eu aussi il y a eu l'approche, alors ça c'est un petit peu ma carte de cœur, c'est ATI qui a fait ça, qui s'est aussi un petit peu mis sur ce créneau et qui a sorti notamment avec... les Reg Pro, avec les Reg Pro, ils ont sorti un modèle très très particulier à l'époque qui était le modèle All-in-Wonder, donc qui avait la particularité d'embarquer et un accélérateur 3D et des entrées-sorties pour capturer de la vidéo et un tuner TV. Est-ce qu'on peut la montrer, alors, cette carte? Parce que grâce à Stéphane, on a le ATI All-in-Wonder. Voilà. Est-ce que vous voyez là, c'est le tuner télé. C'est le passage à la TNT. C'est le passage à la TNT. Demain, voilà. Et donc du coup, qui était un peu moins puissante qu'une Reg Pro classique. Cette carte pouvait capturer de la vidéo. Ouais. Et elle pouvait récupérer un flux télé. Donc en fait, tu pouvais enregistrer tes émissions télé. Donc tu pouvais décoder Canal+. On y vient. Donc tu pouvais décoder Canal+, regarder tes petits films du samedi soir et les matchs de foot avec ta carte graphique. Et ça décompressait les DVD parce que parallèlement aussi, lire un DVD, c'était un cauchemar à l'époque sur les PC. Donc c'était pas assez puissant. C'était pas assez puissant. Et donc il y avait toute une gamme de cartes parallèles qu'on appelait les décodeurs MPEG-2, voilà, qui ont Zoran et d'autres, qui avaient leurs propres cartes. Et donc ce qu'ont fait les constructeurs comme ATI, et Nvidia et d'autres après, c'est d'intégrer le décodeur en MPEG-2 dans le processeur graphique, ce qui évitait d'avoir encore des cartes supplémentaires. Du coup, c'était quand même assez cher une carte comme ça, mais voilà, c'était vraiment une très bonne carte all-in-one qui faisait un petit peu tout. Alors j'ai dit que c'était la Reg Pro, en fait c'était la Reg 2. Je me suis trompé. La première All-in-Wonder, c'était une Reg Pro. Hein. C'était une Reg Pro. Ouais, le Reg 2, c'était. Alors c'était très bien. Voilà, donc derrière, il y a eu encore pas mal de cartes. Il y a eu les Riva TNT qui sont arrivés en 98. On a parlé de la Vaudou 2, donc qui était la première carte à proposer. TNT, qu'est-ce que ça veut dire? Ah tiens, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai toujours appelé ça TNT sans me poser la question. Attends, je vais peut-être noter. Twin Engine Pixel. Non. Twin Engine Pixel. Texel. Texel, c'est TMP. Est-ce que c'est une TNT, ça, ce qu'on voit? Tout à fait. Alors ça, c'est non, ça c'est une GeForce 256. C'est une GeForce 256? Ouais, tout à fait. Okay. Ah, d'accord. C'est de la faute de Croc ou le ballon? C'est un blind test pour la régie. Voilà. Mais bon, la TNT, ça a été révolutionnaire aussi parce qu'on on touchait les perfs d'une Voodoo 2 avec une seule carte. Donc c'est ça ce qui te permet. Et en plus, c'était une carte 32 bits, c'est-à-dire qu'un des problèmes de 3DFX a été le 16, le 24 bits de rendu à l'époque, qui était un problème de couleur. Et la TNT, on tapait. C'est le 12 bits, pardon. Si je dis pas de bêtises, la Voodoo Banshee était que 16 bits. Voilà, exactement. Voodoo Banshee qui était la première carte à aller quelque part, voilà, qui était la carte de 3D 3DFX. C'était un échec d'ailleurs. 12-16 bits, ça a été donc la fin de 3DFX avec la TNT. Et effectivement, la TNT, et puis après la TNT2 Ultra, qui était la Rolls des cartes graphiques, qui valait 4500 francs. C'est là que ça a commencé, à taper dans le très 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 cher. Voilà. Et là, c'est là que 3DFX a commencé à nettement perdre sa domination, sa superbe. Et il y a eu pas mal de choses qui se sont passées autour de 3DFX, notamment en 99. Ils ont racheté, alors que je dise pas de bêtises. Je ne l'ai plus, c'est bien dommage. Ils ont racheté quelque chose. Non, ils ont racheté Diamond ou S3. Ils ont racheté un fabricant. Ils ont racheté en fait un fabricant de cartes graphiques. Et de manière à ne plus être simplement un distributeur. STB, donc qui a été racheté. De manière à ne plus être un simple fabricant de puces, mais à commercialiser des cartes graphiques en son nom. Et en fait,
Bon, ça encore, c'est les recherches que j'ai menées qui l'ont dites. Voilà. Ça a été une de leurs grosses erreurs stratégiques de cette période, parce qu'en faisant ça, en fait, ils sont devenus les concurrents de ceux qui étaient avant leurs clients. Et du coup, tous ceux qui leur achetaient des puces se sont tournés vers ATI, vers Nvidia, et ils ont commencé à effectivement perdre de gros marchés à ce niveau-là. Tout à fait, ouais. Alors, on parle de la grande période de 3DFX qui était vraiment le constructeur de ces années-là. Comment 3DFX est passé de roi à grand perdant de cette guerre des constructeurs? Techniquement, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Techniquement, ils n'ont pas su se renouveler. Après la 5005 qu'on a là sur le plateau, il y a eu la 6000 que bon. C'est la génération de 3DFX 3. Les 3000 n'avaient pas été super bien accueillis. C'est la génération 3 voilà, de 3DFX qui a été décevante. Donc là, on est sur le VSA 100 qui était en fait une évolution de la puce qui était dans le Voodoo 2. Et donc ils ont fait du multipuce. Voilà, ils ont fait du multipuce. Donc ils sont arrivés avec la Voodoo, ça c'est la 5005. Quand tu te vois à l'écran, montre-le bien. Voilà, donc il y avait deux puces déjà sur une carte. Et la dernière carte, ça a été la 6000 avec 4 processeurs. Il faut savoir qu'elles étaient d'une longueur incroyable. La 6000, j'ai pas pu la prendre, mais elle a une allume séparée. Donc on branchait la carte graphique, elle avait un connecteur d'allume supplémentaire ici et on branchait la ligne. Et pourtant, c'est pas ce que vous faites aujourd'hui avec les Titan Z, etc. Le foot plein de puces sur une carte. Pourquoi ça multiplie la puissance? Voilà, on la voit là à l'écran. Merci. Voilà, pourquoi ça n'a pas marché cette technique-là? Parce qu'en fait, fondamentalement, le processeur n'avait pas évolué. On est toujours sur du 16 bits et on est toujours limité en termes de rapidité 2D. Et à l'époque, quand tu achetais un PC, tu passais pas tout ton temps à jouer, tu travaillais aussi. Et en 2D, ça ramait une 3DFX. Honnêtement, en 1024, en 1280, dans ces résolutions-là. Et après, il faut bien pas oublier quelque chose, c'est qu'il y a eu DirectX. DirectX, OpenGL, ça a été l'instauration maintenant de 2 API graphiques. Et là, 3DFX voulait continuer à Glide, à pousser les développeurs à faire du Glide. Les développeurs se sont orientés vers DirectX parce que c'était plus facile pour eux pour supporter et les AMD et donc c'est plus des choix stratégiques et d'API qu'un problème technologique de performance de la carte. Il y avait aussi des problèmes technologiques. Il y avait l'ensemble des choses. Il y avait tout. Il y avait les perfs au niveau du pros. Le prix, bon, peu importe, mais enfin entre guillemets, mais les perfs n'étaient pas là. La technologie, c'était DirectX. Il y avait des gros jeux qui sortaient en DirectX. Ils ne pouvaient pas les supporter, donc ils n'étaient jamais on time. Et puis effectivement, tu l'as noté, le fait qu'ils aient voulu commercialiser leurs propres cartes, ça a mis un frein à des gens qui travaillaient très bien, même en France et dans le reste du monde. Nous, on connaissait Guillemot, on connaissait Creative Labs. À l'époque, ils distribuaient des cartes graphiques. Et là, ils se sont coupés de ces gens-là qui étaient des très alors justement, là, tu m'offres une transition toute trouvée. Pour conclure, parce qu'on est déjà très en retard, ça passe toujours très vite, c'est pas possible. Ce qui a tué un petit peu 3DFX, c'est aussi la montée en qualité des concurrents. Et une carte qui est arrivée et qui a un peu tout changé le game, c'est la GeForce, la première. Voilà. Est-ce qu'on l'a ici? Le NV10, c'est donc on est passé du NV1, NV3, NV4. C'est incroyable comme elle a l'air. NV10, ça a l'air minuscule et cheap aujourd'hui, alors qu'à l'époque, ça c'était le NEC plus ultra de la technologie. C'était la première carte qui te permettait effectivement d'avoir ce qu'on appelait le Transform Lightning à l'époque, qui a été révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle était capable de prendre en charge la géométrie, une certaine géométrie, alors qu'avant c'était toujours le CPU qui faisait la géométrie. Et là, cette GeForce 256 permettait de prendre en charge également la géométrie. Et là, ça a été aussi révolutionnaire sur une puce et ça a pu après se décliner dans plein de domaines. Et en termes de jeu, ça correspondait à quoi à cette époque-là? Le GeForce 256, ça permettait de jouer à quoi? Alors, si je me souviens bien, c'était Quake 3 Arena. C'était pas Unreal, le premier Unreal. Ouais, très bien. Qui était DirectX 5, C'était 99 les deux. DirectX 6, voilà. Quake 3, Unreal, OpenGL. Et voilà, ça a été la carte qui a mis tout le monde d'accord parce que ça fumait clairement tous les concurrents. Il a fallu attendre un certain temps pour qu'elle revienne. ATI est revenu avec ses premières séries 7000 aussi. D'ailleurs, c'était comme vous avez fait les premières GeForce. Eux ont sorti leur première Radeon. C'est là qu'est apparu en fait les termes. Et la GeForce aujourd'hui, on dit que c'est le premier GPU. Effectivement, GPU parce qu'elle prend en charge aussi la géométrie. Elle ne fait pas que du filtrage et rajouter des textures. Bon, on va terminer ce débat qui est super intéressant rapidement par un petit tour de table. Alors là, on va laisser parler le cœur. Vous avez tous eu ici une tonne de PC, vous avez monté des PC, démonté des PC, changé de carte graphique. Quelle est celle que vous retenez, votre coup de cœur en carte graphique? Yamato?
Peut-être ta première carte graphique ou celle que tu as le plus aimé. La première c'était une Riva TNT2 que j'avais mis dans un K6-2 350. K6-2, K6-2. J'avais poussé dans ses d'énormes retranchements avec 128 de SDR pour jouer à Alerte Rouge 2, qui pour le coup n'était pas en 3D, c'est pas grave. Alors c'était une Riva TNT2. Une Riva TNT2. Très très bonne carte. Et franchement, par contre, ma vraie carte du cœur, c'était ma GeForce 2 MX400 avec laquelle je jouais à Giant Citizen Kabuto à l'époque. Ça tournait? Ah ouais. Une MX400? Ah ouais. Ouais, ça tournait bien la MX400. Mon Krakou, je crois que tu l'as dit, toi. Ouais, moi c'était la All-in Wonder La All-in Wonder de ATI parce que je voulais. C'était un petit peu ma carte, mon rêve, c'est-à-dire qu'elle pouvait tout faire, elle pouvait capturer de la vidéo, je pouvais brancher ma télé dessus. C'était vraiment super quoi. La première carte pour Twitch en fait. C'était ça. Krakou streamer avant l'heure. Toi, t'étais prédestiné à faire des émissions. Bah, alors toi, Stéphane, alors là, c'est un peu compliqué. Je veux dire, des cartes, t'en as peut-être 200. Je les ai toutes testées. J'ai passé des heures. Ouais, non, je sais pas celle qui t'a le plus. Peut-être celle avec laquelle t'as commencé. Avant 2000, clairement, la GeForce 256 qui est sortie en 99. La 256, ouais. La version DDR a été vraiment une carte très très aboutie en termes de 3D pur par rapport à ce qu'elle pouvait faire. Mais avant la 256 en DDR, c'est vrai que une carte comme les Voodoo 2, c'est des cartes exceptionnelles. Ouais, la Voodoo 2, c'était vraiment une époque assez hallucinante. C'était révolutionnaire, c'est comme la VR aujourd'hui. Là, aujourd'hui, même les cartes les plus puissantes, tu as l'impression de jouer au même jeu en plus beau, alors qu'avec la Voodoo 2, tu jouais pas au même jeu. C'était quelque chose qui n'existait pas. C'était juste quelque chose qui n'existait pas. C'est comme la VR, quoi. C'est une rupture sur le PC, avant ou après. Et voilà. Le truc, moi, je me rappelle un truc qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était Half-Life. Et tu avais les gens qui jouaient en software, et tu avais ceux qui jouaient avec une 3DFX. Et franchement, c'était fou, quoi. Je vais lire les coups de cœur du chat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? GeForce 2 MX. Donc ça, c'est la team entrée de gamme. Il y a 12 qui nous dit ATI X800, qui était très bien aussi. Mais ça, c'était bien après. Mais c'était bien après 2000. On s'est résumé. Non, mais là, je prends le chat. Bien sûr. Ah bah oui. 6600 GT. Ça, un peu plus récent. Ma GTX 580, bon là tu tapes déjà dans quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus récent. Il y a Kaini7 qui nous dit ma 9800 GTX a changé ma vie à l'époque. La 9800 GTX c'était très très bien ça. Ah oui, c'était vraiment très bien et je pense que ça fait encore tourner. La ça fait encore tourner des trucs. La gamme GTX, la TNT2, la GT 760, la Voodoo 3, comme quoi il y en a eu qui l'ont aimé. La Voodoo Banshee. La Voodoo 3 n'était pas mauvaise en soi. C'était une des dernières bonnes cartes qui a sorti 3DFX. C'est après, sur les séries 4, 5, 6, où ça commençait vraiment à déraper. Mais 2 GTX Titan. Attends, il y a Dofi, il a 2 GTX Titan. Non, mais le mec, il se fout de notre gueule. Il n'y a que Pentaro qui peut avoir ce genre de matos. Je suis sûr qu'il ment. Je suis sûr que je te crois pas. Ou alors envoie-nous un tweet avec la photo. Mec Warrior sur Voodoo 2. Voilà. Un connaisseur. Un connaisseur. Un vrai. Effectivement. Voilà. Un vrai Nansune. Radeon 9200 et 1400. Bon, on voit qu'en fonction des âges aussi, on a tous une carte. Non, mais pour résumer, c'est que c'est une vraie histoire, la carte 3D, grand public, j'entends, parce qu'évidemment la 3D ça a commencé avant et ça continue là maintenant avec les cases de réalité virtuelle. Et puis bientôt on va avoir effectivement. Ça va être passionnant parce que là, du coup, le débat de la carte graphique qui avait atteint un pic, c'est-à-dire qu'honnêtement aujourd'hui que t'es la toute dernière ou l'avant-dernière, tu vas jouer au même jeu à peu près. Là, avec la 4K et la réalité virtuelle, il y a vraiment un regain d'intérêt pour tout ça qui va être assez prodigieux. On sort un petit peu de la course à la puissance sur laquelle on était un petit peu focalisé depuis quelques années. Je suis à moitié d'accord avec toi. Après, parce que Nvidia, vous avez une stratégie un peu particulière. Il y avait la course à la puissance qui a toujours été là parce qu'on veut toujours faire mieux. Puis il y a eu les jeux, un peu les développements de jeux se sont un peu calmés en termes justement d'utiliser cette puissance. Et là, avec la VR, quand tu sais qu'il faut alimenter du 2K à 90 FPS pour les casques, là effectivement, ça revient la course à la puissance dedans. Et donc là, tu parlais en début d'émission des hologrammes, mais la puissance qu'il faut pour des hologrammes, c'est monstrueux, puisque là, effectivement, tu recrées en temps réel. C'est Pentaro qui en parlait. Voilà, d'ailleurs, il y a des sociétés qui commencent à se spécialiser dans des processeurs dédiés à la VR. C'est des processeurs de calcul. Ouais. Alors nous, on a la technologie là. Maintenant, on faisait juste du calcul à l'époque dans ce sens-là, créer des pixels. Maintenant, effectivement, on a la capacité de recréer les environnements tout autour. Donc c'est encore une nouvelle étape. Eh bien, on va clore là-dessus parce qu'il faut qu'on passe à notre rubrique test. Merci beaucoup, messieurs, et surtout Stéphane, d'être venu jusqu'ici avec ton matos, avec tes cartes. C'est très sympa à toi. On espère que tu repasseras à l'occasion dans l'émission. Pour faire la période 2000. Pour parler peut-être de la suite, on va marquer un tout petit jingle et on va laisser Stéphane reswitch avec l'ami Pentaro qui va débarquer pour la rubrique test. Ça va être assez court, mais on va essayer de vous faire ça
proprement. Mon petit Sully, c'est parti. Jingle test. Ben voilà, c'est fini pour cette rubrique papy, mais là, moi, ça me fait vraiment plaisir de reparler de tout ça. C'est nos souvenirs. Les premières machines assemblées, les Windows 98 qui plantaient en boucle. C'est clair. Windows 2000 qui a changé ma vie. 98. Non, Windows Millennium, c'était ça. Millennium qui Moi, j'ai fait 98 2000, j'ai pas fait Millennium. On va pas reparler de ça, mais c'était assez spécial aussi. Bon, on va passer à du concret cette fois, à des tests. Et on va attaquer avec Pentaru qui était sur la touche. Attends, vite fait Pentaru, ta carte préférée? Bah, la Mystique. Mystique? Ah oui. Laquelle? La Matrox Mystique. Mais il y avait plusieurs modèles, c'est le mec, Non, c'est la l'outsider. Pentaru, c'est l'outsider. Non, mais Matrox en plus, Mystique. moi, j'avais vraiment cru au discours technologique de Matrox, et donc j'avais craqué pour la Matrox. C'était une carte 2D 3D? 2D 3D, exactement. Mais ouais. beaucoup plus faible, très bonne en 2D. En fait, un peu très faiblard très bonne en en 2D, 3D. mais elle avait en fait le même problème que que beaucoup de cartes 2D 3D qui sont sorties à l'époque, c'est-à-dire qu'elle avait un rendu qui était moins bon que ce qu'offrait une 3DFX. C'est ça. En fait, c'était la problématique de dire, vous voulez convaincre des éditeurs de jeux vidéo d'utiliser en fait leur routine à eux plutôt que d'utiliser les routines OpenGL, etc. Et là, c'était l'échec industriel cuisant. Quoi. Ce qui était fou aussi, on en parlait avec Raku avant l'émission, pardon. Vite, parce que là, il faut qu'on passe au test. Mais à ce propos, à propos de l'échec de la Matrox Mystique, il y avait un petit jeu de mots qui traînait à l'époque. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. La Radeon Matrox Mistake, ouais. La Matrox Mistake. Bon, alors Pentaru, on va parler de casque cette fois. Ouais, avec audio. Alors après les enceintes Sonos, tu restes dans le domaine. C'est ça. Alors en fait, c'est le casque Audio Technica. Parce qu'en fait, on a vu un moment la problématique, c'est l'ATH PDG1. Voilà, mais tu l'as pas ici. Non. Je pensais que tu l'avais, d'accord. Non, enfin, je l'ai à la maison, mais c'est vrai que voilà. Oh, bah oui, je sais, mais ça change rien. Ils ont une magnifique photo devant eux. Et en fait, si tu veux, j'aime beaucoup ce casque-là parce qu'il permet enfin d'être un casque de streamage. Tu vois, voilà, après le twitchage, le streamage. Voilà, et moi je cherchais un casque. PLS, hein. Voilà, moi je cherchais, ouais, je les sais. oreilles aussi, mais bon. Le streaming, c'est pas français, donc on peut faire. Voilà, tu vois, là, on s'en fout. C'est du franglais. Et en fait, moi je cherchais un casque pour streamer, tiens, à la cool, en fait, voilà, et pas avoir le micro et compagnie. Et voilà, enfin, ce casque-là, j'ai testé. Alors, des casques de stream, il y en a un milliard. Qu'est-ce qu'il a de plus celui-ci? Eh ben, écoute, il a un son qui est au micro qui est correct, et il a un son pour écouter qui est correct. Voilà, il est agréable à porter, il est léger. Donc vraiment, pour moi, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Correct sur 10. Voilà, non mais tu vois, il coûte 160 €. Et moi, j'ai testé, par exemple, c'est l'A40 d'Astro Gaming, qui est soi-disant le summum. Ouais, et en termes de micro, c'est de la merde. Et en termes d'écoute musicale, c'est de la merde. Oh là là, toujours donc, dans la demi-mesure. Voilà, non mais il coûte plus cher si tu veux. Écoute, on dit j'aime pas. L'A40 de chez Astro Gaming. Bah voilà, tu vois, d'Astro Gaming. Tu l'as essayé? Ouais, je l'ai déjà essayé. Voilà, alors Paul, ingénieur son, confirme. Audio Technica, c'est très bien niveau micro. Non, c'est très bien niveau casque, mais c'est bas de gamme niveau micro. Et là, en fait, donc dans le micro casque, voilà, très clairement, pour ceux qui veulent se lancer dans le streaming, tu vois, et qui veulent se trouver, qui veulent pas lâcher 200 € dans un micro tout de suite, ben ils lâchent 160 € dans un micro casque. Dans celui-là, ils ont un bon compromis. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce casque-là, moi je trouve que c'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient, c'est qu'il n'isole pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un casque qui isole. Par contre, moi qui joue beaucoup, avec ma chérie à côté de moi, au moins quand elle me parle, je l'écoute, je l'entends. Parce qu'avant, avec les autres casques, je l'entendais pas. Donc, imagine un peu, voilà, les taunts. Donc, au moins, celui-là, voilà, vous n'êtes pas coupé du monde. Donc, c'est un désavantage. Je l'écoute toujours pas. Mais si, bah, si tu rigoles ou quoi. Et voilà. Donc, si tu veux, pour moi, c'est ceux qui veulent se lancer dans le streaming, qui veulent lâcher pas trop, et ben voilà, achetez ce micro-casque-là. Il fait bien les deux. Alors, c'est pas un casque audiophile. C'est-à-dire que si vous voulez écouter la musique. Ah, bah, c'est la question que j'allais te poser. La musique, elle est pas top? Elle est correcte. Si tu veux, c'est pas exceptionnel, elle est correcte. Voilà. Alors, par contre, le chat dit 160 €, hahaha, lol. Le truc, c'est que là, on parle quand même de personnes qui veulent streamer, le faire régulièrement. Donc, c'est un investissement. C'est comme acheter un bon micro pour travailler. Moi, j'ai un entrée de gamme, mais j'en ai un à 2 fois moins cher qui est très bien aussi. C'est quoi? Le Cloud 2 d'HyperX. Cloud 2. Le Cloud. Le nuage, le cloud. Ouais, le cloud d'HyperX qui coûte un peu moins cher. Donc voilà, si vous avez un peu moins d'argent, si vous avez de la thune, le Audio Technica est très bien. Rappelle la ref. L'ATH PDG1. PDG, le casque de PDG. Le casque de PDG1. Forcément. C'est Beyer Dynamic MX 300. Avec un micro, je ne peux qu'être d'accord. Okay. Et il coûte combien celui-là? Il coûte 300 € comme son. 300 €. Ah bah voilà, là, pour une fois que je fais un truc raisonnable, bah voilà. Il y avait une promotion où il était à 129 €. Tu peux répéter, Paul, la référence? Beyer Dynamic MX 300.
Donc voilà, si vous voulez faire du streaming des émissions. Le MX 300. Et en termes de rendu sonore, c'est le meilleur casque gaming que j'ai testé de ma carrière de journaliste. Et tu l'as là-haut? Oui, je l'ai à la maison. Ah bah tu me le feras essayer, tu le ramènes. C'est le casque de MV qu'il avait acheté dans une promo où il était Ok, vendu à un tarif donc indécent. en tout cas, merci beaucoup, mon cher Pentaru. On n'a plus trop de temps, donc on va enchaîner avec Yamato qui avait une manette à nous montrer. Alors, moi, Yamato, ça va une être manette. rapide aussi. Ça va être D'habitude, très c'est rapide. plutôt les sticks Yamato, mais les Ouais, manettes mais aussi. les hein. manettes c'est bien parce que quand on joue à Dark Souls, on joue pas au stick arcade. On Tu peut, pourrais, hein. tu saurais? On peut. On avait fait une émission, tu te rappelles? Oui. Et voilà. Alors en gros, c'est Razer qui a sorti une manette, la Wildcat. Alors, en essaye fait, de la montrer alors il y bien, a mais on Pintaro a qui des fait, visuels. il y a Pintaro qui fait une moue de dégoût, mais t'inquiète pas, Pintaro. Alors Mais en fait, c'est une manette Xbox, Pentaru. Non, mais Tu devrais aimer. donne ça un Xbox peu. One. Tiens. Non mais alors attends. Non, mais Attends. donne, on va voir tout de suite. Non, mais je te la donne pas parce que je te la donnerai après. Tu pourras faire jouer avec. Mais il y a des espèces de grippes en fait qui se détachent, qui se collent. C'est pas très beau. La En fait, finition c'est est à moche. chier. Hein. Ça attire toutes les merdes, les peaux mortes. Si t'as les doigts sales, ça devient gris et tout. Bon bref. Mais c'est bien, ça te nettoie les mains. Les justement. grippes, Tu te frottes les mains dessus. Ouais, c'est pas fait pour ça une manette. Enfin bref, les grippes comme ça c'est moche. Par contre, les sticks analogiques sont bons. Les boutons c'est des micro switch, c'est très agréable aussi. Il y a des gâchettes. Tu peux limiter la course des gâchettes comme sur la manette Elite. T'as 2 boutons supplémentaires derrière et 2 gâchettes supplémentaires en haut. Elle a pas l'air si mal que ça en dehors du loup En contestable. fait, elle est pas mauvaise. Elle est plus légère qu'une manette Elite aussi. Mais d'une part, elle est uniquement filaire. Ok. Et d'autre part, les finitions sont quand même vachement moins classe que la manette Elite. C'est que du plastoc. Après, voilà, donc elle est filaire. Elle coûte La combien croix est pourrie. La croix directionnelle est pourrie. On garde ça pour la fin. Et On garde le prix pour la fin. en fait, c'est une excellente manette FPS. Mais il y a la Elite en face et la Elite, elle est meilleure. Alors voilà la question qui tue. Combien ça coûte? Eh bien, une manette Elite coûte 150 €. C'est ça. Eh ben, en fait, elle coûte plus cher que la manette Elite et elle est un poil moins bien. Elle coûte 180 €. 180 €. Ouais. Bah franchement ça va, c'est pas trop cher. Tu rigoles ou quoi Non, mais- Putain, Je vais te jeter la mallette. Il y a une mallette de transport, je vais te l'acheter à la gueule. Ah, mais t'as oublié de le dire, elle a une magnifique manette de transport. oui, mais la Elite aussi, en fait, toutes les manettes haut de gamme. Ah, Un tournevis pour démonter les gâchettes, Non mais un quand tu veux te fil. faire plaisir, regarde, t'as une super sacoche. non, mais avec- regarde la finition de merde quoi. Ah. Non, mais regarde. non, mais- Alors je suis d'accord pour dire que la Elite fait plus haut de gamme. Elle a un feeling haut de gamme, Après, celle-ci ouais. fait un peu plastique. Par contre, les boutons sont excellents. vraiment agréables. Alors, Le ces clic- boutons-là ils sont font ça, géniaux. la Elite, ils font ça comme ça les boutons. J'aime bien le. C'est des boutons micro switch, en fait. Non, mais J'aime c'est bien hyper le réactif. toucher. Moi, je Ouais. trouve que le Moi, gros. j'aime pas. Franchement, j'ai jamais raté une roulade sur Dark Souls avec ces boutons. Jamais. Non, c'est pas vrai, mais Bon, bon. moi 180 balles, je prends. hein. Ça, en fait, ça, c'est 180 balles, moi je suis vraiment déçu par les grippes en fait. Moi, ça Ils me auraient dû choque trouver pas. un autre système pour les intégrer. Parce Non, que les grippes c'est moche. Les grippes c'est vraiment enfin, vilain. les En grippes plus, ça que commence déjà à se décoller alors que la manette, t'as joué Même combien les d'heures plastiques avec quoi. Par Enfin, ça- contre, la couleur vert fluo, bon, on devrait pouvoir le pimper comme c'est. C'est ça devrait- Razer, voilà, plus mais c'est personnalisable. non, Bah. c'est moi j'aime définitivement pas. Bah moi j'aime bien le feeling. Bon, on va dire que on va dire qu'elle est surtout un peu chère. Mais de toute façon, je veux dire, Razer fait du cher. hein. Moi je me souviens, Razer avait sorti un oui, stick d'ailleurs, arcade. La chanteuse Razer avait sorti un stick arcade qui était, tu te souviens, ce stick arcade 360 Ouais, là, qui la était assez Trox. haut de gamme, qui était cher aussi, mais Bah, il était mais à haut de 200 gamme. balles, mais depuis Mad Cat ils ont fait 280, donc ça va, on est large. Ça va. Ils sont bien, c'était eux qui avaient la souris de l'espace, la Rat Pro X à 200 €. Oui, voilà. Ouais, donc ils sont. C'est pas de mauvaise qualité, je lis sur le chat pour mauvaise qualité. Non, c'est une bonne manette, mais seulement il y a mieux pour moins cher. Allez, on va essayer Voilà. de terminer avec Elle est la moche. Micraku, Oui, c'est vrai. Voilà, qui avait. tracé Qu'est-ce que tu avais toi à nous Alors, montrer, moi, j'avais un Ah, ça, téléphone ça portable. m'intéresse. Un téléphone portable. ouais. Voilà, le Honor 5X. Ouais. Alors en fait, dernièrement, il est sorti courant février, je crois. Mhm. Moi, j'ai demandé à le tester, notamment parce que j'ai essayé pas mal dernièrement de téléphones milieu de gamme. C'est-à-dire, en Oui, gros, t'as fait un comparatif voilà, d'ailleurs. 250, Sur 450, jeuxvideo.com. non, 250, qu'est-ce que je raconte plutôt 300, téléphones de pauvres, 450 €. Voilà, T'as fait un dossier sur les téléphones de pauvres. c'était déjà un prix, des prix tout à fait honorables et j'avais été assez impressionné, ma foi, par la vraiment qualité. Honorable. Oh, c'est beau. T'es vraiment odieux, t'es vraiment odieux. Et ma foi, j'étais resté assez impressionné par les qualités globales de ces téléphones qui valaient pas 700 € Ouais. et qui faisaient très bien le taf. Que Moi, ce je sais soit, pas comment on peut vivre avec ce genre de que ce téléphone, mais soit en apparemment, termes il y a un de public. fonctionnalités multimédia, en termes d'audio, en termes de jeux vidéo aussi. Enfin, c'était vraiment des trucs sympas. Du coup, je me suis posé la question, où est-ce qu'on peut aller en termes de baisse de prix, enfin jusqu'à quel prix on peut aller Pour garder tout un en- truc tout- acceptable, voilà, tout en ouais. gardant un certain niveau de satisfaction. Du coup, j'ai ce Honor 5X. Alors voilà, je vais changer les habitudes. Je vais vous donner tout de suite son prix qui est aux alentours de 230 €, ce qui est raisonnable.
Ok. Très très raisonnable. Et qu'est-ce que tu as dedans pour Et ce prix-là? voilà, honnêtement, je m'attendais à un truc pour ce prix-là qui soit assez cheap. Et en fait, pas du tout. On a une coque métallique qui est du plus bel effet. Derrière, on a un petit capteur d'empreinte. J'ai qu'à le mettre mon doigt dessus. Digital. Hop, voilà. Ah ouais, alors là, je crois qu'il n'y a pas d'autre téléphone à 200 balles qui a ça. Hein. Je mets mon doigt dessus, il sort directement de veille. C'est livré également avec un petit package qui comprend les écouteurs. Ma foi, c'est pas mes Bose habituels, hein, on va être clair, mais ça a le mérite d'être là. J'ai dernièrement reçu un Sony à 450 € qui n'a même pas d'écouteurs. Tu peux mettre le 7 à côté. Voilà, il est assez fin. Donc voilà, un vrai téléphone Ouais. et le 5X qui, ma foi, fera le taf. Hein, si... Ah bah, Il fera le taf pour les pauvres. il y a 4 capteurs, donc audio on a personnage, tous les ouais. classiques, on a un accéléromètre, on a un gyroscope, on a un capteur de proximité donc qui s'éteint quand on le met près de l'oreille, on a un capteur de lumière ambiante pour régler automatiquement la luminosité. Donc il fait tout quoi. Voilà, il y a un système de dual SIM, c'est pareil sur un téléphone d'entrée de gamme, donc vous pouvez avoir 4G deux SIM dans les deux intégrés slots, d'ailleurs. si vous souhaitez ma foi avoir une vie cachée, pourquoi pas. Comme toi, Krakou. Non, mais c'est- Ma femme regarde. tu fais croire que tu fais l'émission Voilà. le soir, mais en fait c'est enregistré, t'es pas vraiment là. On a bien sûr un slot pour une carte SD. De base, on a 16 Go. On peut monter on peut rajouter 128 Go en carte SD. Ah, ça, c'est Donc cool. un package complet. Ça tourne sur Android 5.1. Alors ça par contre, carton rouge quoi. Le truc il vient juste de sortir et il a pas Android 6. Alors ils ont dit que la C'est mise à dommage. jour allait venir rapidement. Pour l'instant, Ouais. elle est toujours pas là. Quand ils disent ça en général t'attends 8 mois. Sachant que moi, je l'attends toujours sur les l'Honor téléphones 7. Android, je pratique. Hein. On verra. La surcouche, alors c'est là que je vais mettre Pentaro en PLS puisque le téléphone a une surcouche qui est une surcouche Honor qui s'appelle le MU en version 3.1. Alors je sais que Pentaro tu détestes ça simplement. Moi je la trouve vachement sympa en fait parce qu'elle est assez épurée. Il n'y a pas de fioritures ou plein de widgets additionnels. C'est vraiment une Pourquoi ils ont fait une surcouche alors une si elle est surcouche épurée typique Android pour Parce qu'il y rajouter a des quelques raccourcis en fait, fonctionnalités. Voilà, des fonctionnalités qu'il n'y a pas sur Android de base. Moi, comme on a peu de temps, Krakou, moi je vais te poser des questions qui tuent. Ouais. Parce que ces téléphones d'entrée de gamme, moi je sais ce que ça vaut. Alors attends, Et les questions qui tuent sur ces téléphones-là, c'est en général les photos sont pourries, Donc, la viens, batterie Verdier, est viens. mauvaise. Alors, et c'est ces deux trucs-là je vais rebondir sur ce point-là. Viens, Verdier. La batterie est relativement bonne. On Allez, tient viens, Verdier. en utilisation classique. Moi, j'ai Viens tenu sur mes 2 genoux. jours, sachant que si tout le monde parle, on va jamais s'en sortir. Oui, il faudrait peut-être laisser Krakou terminer. Donc moi, je tiens 2 jours, sachant qu'avec mon Honor 7, à la fin de la journée, de la première journée, je suis obligé de le mettre sur secteur, sinon il est en PLS. Donc 2 jours, c'est pas mal. Je tiens 8 ou 9 heures sur Netflix, ce qui est tout à fait honnête. Ouais, ok, pas mal. On a un écran qui est d'excellente qualité. Alors maintenant, tu parles de ce qu'ils ont dû, les points sur lesquels Bah ils ont oui, dû ils ont bien renier fait des forcément sacrifices. Ouais. pour arriver à 230 €. Ce sera le hardware. On a des composants qui sont nettement moins puissants que des classiques qu'on retrouve habituellement sur le milieu de gamme. Donc là, on parle d'un Snapdragon 616 avec en GPU un Adreno Mais c'est pas 405 si et mal. 2 Go de RAM. Mais il y a quand même 2 RAM. Go de RAM, ça va. Quoi. C'est pas si mal, Ouais. mais en jeu, c'est un peu faiblard. Typiquement, ça passera sur des Clash of Clans Est-ce ou que d'émulation Clash 2D. Royale tourne bien dessus voilà. Si Clash Royale est fluide, Je moi je citais- dis on peut le conseiller. Je citais Clash Mais après, of les Clans, gens mais qui il y a- achèteront ce il y a téléphone Clash n'auront pas Royale assez d'argent pour acheter des gemmes sur Clash Non, mais Royale. en fait, ce Donc que ça t'as sert dit- à rien. sur en des fait. runners un peu 3D comme Spider-Man Unlimited ou Lara Croft. Ça commence à devenir un peu chaud. Il y a des petites saccades, il y a des ralentissements. Mais, Si vous aimez ce type de jeu, vous allez forcément être à un moment un petit peu frustré. Dès qu'on attaque des jeux un peu gourmands comme Hearthstone, comme NFS, des jeux qui font ramer régulièrement les Ça téléphones. galère. Là, c'est vraiment galère. On descend sur un framerate. J'ai utilisé un benchmark qui s'appelle Gamebench pour mesurer un petit peu les framerates de ce type de jeu. Et on est sur des plages de 15-20 FPS sur des jeux de voiture. C'est quand même pas terrible. Ok, on va. Si je peux me permettre. Tu Ouais. parlais aussi, je finis juste rapidement, sur l'appareil photo, pour tout ce qui est extérieur, photo de jour, ce sera très bien. Sur les intérieurs, on commence à perdre un peu en qualité. Les photos de nuit ou tout ce qui est photo avec basse luminosité, il faut oublier. Alors que Là sur aussi, le Edge, voilà. je peux Là te dire aussi, que. c'est un téléphone d'entrée de gamme. Et enfin, pour finir, on n'a pas de Wi-Fi AC, c'est du Wi-Fi N par rapport au Honor 7. Donc c'est pas non plus On n'a incroyable. pas assez de comme, Wi-Fi voilà. du coup. Oh, c'est beau, tu es le Je prince suis du jeu de lyrique mots aujourd'hui. ouais, aujourd'hui. c'est- Et on a un haut-parleur qui est situé sur la partie inférieure ici et qui est
pas de très bonne qualité. Sachant que à côté de ça, la sortie son, elle, qu'on branchera, sur laquelle on viendra brancher un casque, est par contre très très bonne. Donc pour résumer tout ça, bonne finition. Ouais, bonne finition. Il fait on a toutes les un fonctionnalités très bon téléphone qui est très polyvalent. Ouais. Ces deux gros problèmes, je dirais, globalement, c'est les photos en basse luminosité ou en intérieur qui sont moins propres que ce qu'on trouvera sur des téléphones milieu de gamme, et les performances en jeu qui sont forcément limitées par le hardware. Ok, mais Clash Royale tourne bien. Mais Clash Royale tourne bien, et franchement, à l'acheter. 230 €, c'est un très très bon produit. C'est ce qu'a dépensé Trunks dans Clash Royale, justement. 230 €, c'est ce qu'il a dépensé sur le il y a pas longtemps. 5X, honnêtement, il n'est pas hyper réactif à certains moments. Il a beau avoir 2 Go de RAM. Quand tu as pas mal d'applications lancées en tâche de fond qui normalement prennent pas de mémoire. Tu as beaucoup d'applications, oui. Et c'est un peu dommage sur Android, tu dois fermer les applications. Mais je croyais que ça servait à rien de fermer les applications sur Bah, Android. normalement, mais là du coup. Vous aurez Celui-ci menti. est peut-être pas très bien optimisé. On va terminer, il va falloir faire vite, Krakou, avec ce clavier Corsair. Non, mais c'est vrai qu'il a deux tests, il triche. Razer, mais c'est Krakou. J'ai un clavier Razer ici, donc c'est le tout dernier clavier Razer. Le Encore Black du Widow. Razer. Allez, 180 €. Voilà, alors je vais y revenir. Non, sérieux, vous avez le prix Putain. Donc Razer qui a renouvelé un petit peu sa gamme Black Widow, donc c'est sa gamme de claviers mécaniques. Ça gagne Veuve Noire en français. Voilà. Donc c'est une gamme qui avait peu évolué, et là ils ont changé vraiment pas mal de choses au niveau design. Notamment, on a un châssis qui est tout métallique. Avant, c'était une espèce de robe un peu soft touch. Également, ils ont sorti les touches du châssis, c'est-à-dire qu'elles sont apparentes, enfin elles sont légèrement surélevées. Elles sont surélevées par rapport au châssis. Ça permet notamment un nettoyage plus facile, et puis ça permet également d'avoir un rendu un peu plus joli au niveau du rétroéclairage, parce que tu as des reflets qui sont assez sympathiques. Et également, le gros point, moi je détestais la police Razer des classiques. C'était gras, c'était pas beau, et des fois c'était pas lisible. Là, ils sont revenus vraiment sur une police beaucoup plus classique, beaucoup plus sobre, très très fine. Je ne sais pas si on peut la voir sur les photos, mais c'est vraiment assez joli. Globalement, au niveau design, c'est très très chouette. Vous avez en dessous une petite goulotte qui permet de guider le câble d'alimentation et de le faire sortir derrière le clavier à droite ou à gauche. Donc essentiellement des points de design. Après, donc esthétiquement, on a affaire vraiment, je trouve, un beau produit. C'est minimaliste. C'est minimaliste, mais c'est sobre. Enfin, on avait souvent le débat avec Yamato qui disait qu'il en avait marre des claviers qui coulolent. Typiquement, voilà, on a un clavier sobre, joli, pour une fois, classe. chez Razer, c'est pas mal. C'est sympa. Après, le problème, c'est que par rapport à la manette tout à l'heure. Ils ont voulu diminuer le diamètre du câble, et pour pouvoir notamment le passer dans la goulotte. Du coup, on n'a pas la possibilité de brancher un deuxième port USB. Ils ont supprimé le port USB. Il n'y a pas d'USB dessus. Il n'y a pas de port audio dessus. Il n'y a pas de repose-poignée. Bon, comme ils ont tout enlevé, il ne doit pas être cher du coup. Comme ils ont tout retiré. Alors on est toujours sur le réglage. Il n'y a pas de prise. Et par rapport au Black Widow classique, dernier point, il n'y a pas de touche macro sur la partie gauche. Donc bon, on a un produit un peu plus esthétique, mais un peu moins fonctionnel. Par contre, au niveau du prix, c'est pas un clavier Apple en fait par hasard. c'est ça, c'est très épuré. Au niveau du prix, on est un petit peu sur 190 € pour ce modèle, donc c'est le modèle X Chroma. 190 €. Voilà. C'était le prix du Black Widow Chroma avant. Ils ont tout retiré et donc, ils ont augmenté le prix. Alors là-dessus, il y a deux positions que je voudrais. Voilà, il y a deux choses que je voudrais signaler. C'est l'école, je pense. Non, tu vas voir. 190 €. À 190 €, à moins d'être vraiment un pur esthète et vraiment de vouloir un beau produit, on va l'éviter parce qu'on préférera sans doute la gamme Black Widow classique qui existe toujours, et qui est beaucoup plus fonctionnelle avec un port USB et qui coûte un peu moins cher. Là, ça l'a porté toutes les bourses, quoi. Voilà. Par contre, comme je le disais, le Black Widow, la nouvelle gamme Black Widow X n'est pas composée que de ce clavier. En fait, ils ont fait 6 déclinaisons. Et notamment, il y a des déclinaisons qui sont au niveau tarif, au niveau rapport qualité-prix, qui sont très intéressantes. Par exemple, il y a alors si je dis pas de bêtises, il y a la Black Widow X Ultimate qui est à 109 €. Alors ça, c'est le prix officiel de la boutique. Ouais, donc si vous êtes au RSA, c'est bon. Allez-y. On est sur des claviers. Vous avez pour ce prix-là, vous avez un clavier rétroéclairé avec des switches Cherry MX Blue. On remarquera qu'ils sont revenus sur certains modèles. Par contre, la frappe est très agréable. La frappe est très agréable. Moi, j'aime bien. Franchement, un clavier. C'est les chutes Razer, le Chroma, non?
C'est les Switch Razer le Chrome. Alors en fait, celui-là, oui, c'est des Switch Razer, mais ils ont 6 déclinaisons du Black Widow X. Et il y en a, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 qui sont revenus en Cherry MX Blue. Donc c'est les Switch qui font beaucoup de bruit. Globalement, voilà, Alors, toute la gamme. Attends. Ce type de clavier haut de gamme, à 190 €, clairement, on n'ira pas le prendre. Par contre, il y a d'autres claviers Black Widow X qui sont plus autour des 110, 130 €. C'est ceux-là qui, pour le coup, ceux-là ont des rapports qualité-prix assez intéressants. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Krakou. Moi, je trouve qu'il est juste 60 balles trop cher. Mais en soi, il est cool. Pour ce modèle-là. En soi, il est cool, mais il est un petit peu trop cher, quoi. Pour ce modèle-là. Ok, pour ce modèle-là. Et bah voilà, Johan Verdier a l'air conquis. Voilà, il va l'emmener chez lui. Tu vas pouvoir jouer à quoi tu joues sur PC, Ken? Je joue pas sur PC. Rien qui utilise un clavier. Rien qui utilise un clavier. On vous fait un bisou à tout le monde. Je vais profiter du clap de fin pour dire merci à Yamato, à Krakou, à Pentaro, que vous pouvez retrouver sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube, sur jeuxvideo.com, sur Yamato, il est partout, lui, il est chez l'ESL, sur Gamecult, sur machin. En ce moment, je suis que ici. Bouffe à tous les râteliers. Non, t'es que là en ce moment, je suis que ici, ouais. D'accord. Les Twitter, je les dis pas parce que ça s'affiche maintenant. Vous avez vu, donc c'est plus la peine de le répéter tout le temps. Par contre, demain 18h, Demain 18h, conférence Nvidia à la GTC 16. Ah, et tu vas streamer ça? Ouais, je vais streamer ça. Ouais. D'accord, allez voir sur la chaîne perso de Pentarou pour suivre on va discuter cette un conf peu, Nvidia. GPU. On remercie Stéphane Quentin qui est toujours là sur le côté et qui a eu la gentillesse de venir nous montrer toutes ces cartes graphiques et parler un petit peu nostalgie avec nous. Et merci à Paul et à Sully qui sont à la réal et qui ont assuré comme d'hab. Merci aussi aux modos qui ont un petit peu fait le ménage parce que je sais que c'est toujours chaud quand je stream. Je suis tellement populaire que tout le chat a envie de me faire l'amour. C'est très compliqué et ils sont là pour faire les pompiers chaque semaine. Voilà, on fait des gros bisous et n'oubliez pas la semaine prochaine, donc karaté après le JDH. MV avant le JDH et Chasse-moi si tu peux qui va glisser un peu plus tard dans la semaine. Voilà, on fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde.